Bonjour à tous et merci d'être présents à notre nouveau webinaire URSAF dédié ce jour aux principaux motifs de régularisation les plus fréquents relevés lors des contrôles réalisés en 2022 par les inspecteurs du recouvrement. Nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Sarah Picandé, responsable contrôle des sites Cher et Indre. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marina Pressard, inspectrice du recouvrement, rattachée au service 1836. Pour cette présentation, nous serons également assistés par Véronique Serré, inspectrice du recouvrement à Orléans, Ludovic Trigeot, responsable contrôle des sites Indre-et-Loire, et Siam Alves dos Santos, donc pilote du contrôle et du service sécurisation juridique. Ils répondront à vos questions dans la zone de chat tout au long de ce webinaire. Seules les questions appelant des réponses publiques seront publiées. Nous ne traiterons pas des demandes à caractère individuel. Dans l'éventualité où nous ne pourrions pas répondre à l'ensemble de vos questions faute de temps, sachez que les réponses vous seront apportées ultérieurement dans une foire aux questions. Une enquête de satisfaction vous sera également adressée en fin de webinaire. Les réponses apportées nous permettront d'améliorer nos communications afin qu'elles répondent toujours plus à vos besoins. Enfin, et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous informons que le webinaire est enregistré. Le replay vous sera adressé sous 10 jours avec un support de présentation qui sera beaucoup plus détaillé que celui que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et nous vous adresserons également la foire aux questions. Alors, les motifs de redressement qui ont été le plus fréquemment rencontrés et relevés par les inspecteurs sur les contrôles réalisés en 2022. Donc, rappelons que les régularisations peuvent être effectuées en faveur de l'URSSAF, mais également en faveur de l'employeur. Plusieurs thèmes de législation vont être abordés. Les rémunérations en espèces non déclarées, l'assiette minimum conventionnelle, un item incidence et important sur les frais professionnels et un autre sur les avantages en nature, la réduction générale des cotisations, le forfait social, les contributions CSG-CRDS, la réduction du taux de la cotisation allocation familiale et maladie sur les bas salaires, et enfin le thème de la retraite et de la prévoyance. Concernant le premier item qui touche les rémunérations non déclarées, sont souvent relevées la prise en charge de dépenses personnelles. Pour vous donner un exemple, un employeur qui prend en charge des factures d'achat de vêtements de ses salariés, si ces vêtements n'ont pas un caractère professionnel ou n'ont pas un objectif de protection, alors ils seront considérés comme une prise en charge de dépenses personnelles qu'il conviendra de soumettre à cotisations et contributions. Un autre exemple, la prise en charge par l'employeur des contraventions. Les infractions mettent en cause le comportement du salarié, par exemple pour excès de vitesse, défaut de ceinture, téléphone. Elles présentent un caractère personnel. Leur paiement ou remboursement par l'employeur constitue ainsi une prise en charge d'une dépense personnelle et doit également être soumis à cotisations et contributions. Un autre exemple, un écart entre la comptabilité et les montants déclarés. Des avances ou acomptes qui n'auraient pas été récupérés. Le salarié, par exemple, a quitté l'entreprise et il y avait un acompte ou une avance qui a été versée et qui n'a pas été récupérée par l'employeur. Dans ces cas-là, ces sommes vont constituer un complément de rémunération qui sera passible de cotisation. Enfin, le compte courant d'associé débiteur. Donc rappelons qu'en fiscalité, un compte courant débiteur d'associé est assimilé à un abus de droit social. En social, donc la Cour de cassation, dans sa jurisprudence constante, a affirmé que constituer des avantages en nature devant être soumis à cotisation et à contribution, les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant. Maintenant, je vais laisser la parole à Marina qui va vous présenter le thème de l'assiette minimum. Alors, l'assiette minimum, effectivement, mais plus précisément les indemnités de trajet dans le secteur du bâtiment. Alors, en effet, dans le BTP, lorsque l'employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire spécifique, donc l'abattement de 10%, et que le salarié n'est pas logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité,
L'assiette minimum des cotisations doit comprendre l'indemnité de trajet prévue par la convention collective de 1990. Il faut savoir que la Cour de cassation considère que cette indemnité est un élément de rémunération non représentatif de frais professionnels et qui est donc obligatoirement due, indépendamment de la rémunération par l'employeur, du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Alors, les partenaires sociaux ont renégocié la convention collective du bâtiment afin de la moderniser et de repréciser certaines dispositions, et notamment celles relatives aux indemnités de trajet. Cependant, la Cour d'appel de Paris a décidé que les accords collectifs, donc c'est nouveau, conclus le 7 mars 2018, étaient entachés d'irrégularités. Une nouvelle signature est intervenue le 20 mars 2019 par une partie des syndicats de salariés et a été frappée d'opposition. En conséquence, les effets des accords du 7 mars 2018 sont devenus caducs jusqu'à ce que les organisations syndicales concluent de manière régulière de nouveaux avenants. Cela signifie donc que les dispositions applicables aujourd'hui sont celles de la convention collective du 8 octobre 1990 et que les indemnités de trajet doivent être intégrées dans l'assiette minimum des cotisations sociales. À défaut, il y aura une régularisation dans le cadre du contrôle. En cas d'application, cette fois, de la déduction forfaitaire spécifique, la régularisation n'impactera que la base, l'assiette des contributions CSG et CRDS. Les points de redressement suivants vont concerner les frais professionnels. Alors, les frais non justifiés, généralement, il faut savoir que tout avantage en argent ou en nature, alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, doit être soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. Donc, dans le cadre du contrôle, il conviendra de démontrer que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement professionnel. En l'absence de cette démonstration, les indemnités de frais versés seront réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Alors, toujours sur la thématique des frais professionnels, cette fois-ci, on va parler plus précisément des indemnités de repas. Indemnités de repas, donc, dans les locaux de l'entreprise. Ça veut dire que le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail effectif, alors en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail. Ça peut être un travail en équipe, un travail posté, un travail en horaire décalé. Dans ces cas-là, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration, donc ces indemnités seront exonérées de cotisations et contributions sociales pour la fraction qui n'excède pas 7,10 € à compter du 1er janvier 2023. Il faudra donc, dans le cadre d'un contrôle, être en capacité de prouver ces conditions particulières d'organisation du travail. Il faut aussi savoir que les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail, dès lors que les conditions particulières d'organisation de travail sont remplies. Et enfin, il faut considérer aussi que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise. Donc voilà pour les indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise. Maintenant, on va aborder les indemnités de repas toujours, mais en dehors des locaux de l'entreprise. Donc là, dans cette situation, le salarié est en déplacement professionnel et il ne peut pas regagner son domicile ni son lieu de travail habituel. Donc dans ces cas-là, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas sera exonérée de cotisation pour la fraction n'excédant pas 20,20 € à compter du 1er janvier 2023. Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier,
et que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, et qu'il n'est pas non plus démontré que les circonstances ou usages de la profession l'obligent à prendre le repas au restaurant. L'indemnité, cette fois destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas, sera exonérée, mais uniquement dans la limite de 9,90 € à compter du 1er janvier 2023. Il faut savoir que cette limite change chaque année. Donc, il s'agit là des salariés en fait, occupés notamment sur des chantiers ou des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l'entreprise et qui ne peuvent pas, comme on l'a dit tout à l'heure, rentrer chez eux pour le repas du midi du fait de contraintes d'horaire, par opposition à des salariés qui se trouvent en situation de déplacement et contraints d'aller au restaurant. Donc les indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail et en dehors des locaux de l'entreprise ne sont pas cumulables. Toujours sur les indemnités de repas, mais cette fois-ci des indemnités de repas qui seraient versées en dehors d'une situation de déplacement professionnel. Donc là, deux situations peuvent se présenter. La première, l'employeur a la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant, mais n'entend pas l'utiliser. Donc là, si l'employeur prend en charge les frais de repas du salarié, il s'agit d'une prise en charge de dépenses personnelles et il conviendra de réintégrer cette somme dans l'assiette des cotisations. Deuxième situation, l'employeur n'a pas la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant. Dans ce cas, il conviendra de réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de la participation patronale et celui de la fraction exonérée dans le cadre de la réglementation sur les titres restaurants. Il s'agit là d'une mesure de tolérance qui est impérativement subordonnée en fait à la démonstration qu'il n'existe pas sur la commune où est située l'entreprise de restaurants ou de commerce acceptant en fait les titres restaurants. Alors, toujours sur l'item des frais professionnels, on va évoquer maintenant les indemnités de grand déplacement. Alors, il faut savoir qu'il y a grand déplacement lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour son domicile. Et aussi qu'il est en plus exposé à des frais supplémentaires de repas et de logement. Donc, deux conditions cumulatives doivent être remplies. La première, la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement doit être au moins égale à 50 km. Donc, aller, 100 km aller-retour. Et les transports en commun ne doivent pas permettre aux salariés de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30. Alors, les points de régularisation qui reviennent souvent sur cette thématique des grands déplacements, c'est la prise en charge en fait, du jour de retour du salarié, alors qu'aucun des couchés n'a été pris en charge, par exemple. Et je pense qu'il est important aussi de préciser que la limite d'exonération s'apprécie par journée et non à la semaine. Le salarié, donc on a dit dans cette situation de grand déplacement, doit être confronté à des dépenses supplémentaires. Ainsi, la situation de grand déplacement n'est pas établie, même si les deux conditions que je viens d'évoquer sont remplies, si dans les faits, le salarié regagne chaque soir sa résidence, son domicile. Pareil, lors d'un contrôle, l'employeur devra justifier le fait que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence et que du coup, il engage des frais de double résidence. Enfin, donc, le caractère de grand déplacement n'est pas démontré si les circonstances de fait ne sont pas établies, soit par exemple parce que dans les faits, le salarié n'est pas empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, soit parce que cet empêchement ne résulte pas de l'activité professionnelle, mais simplement d'une convenance personnelle, ou soit parce que le déplacement n'occasionne pas pour les salariés de frais supplémentaires. Dans ces cas-là, la situation de grand déplacement n'est pas démontrée et les indemnités qui seraient allouées par l'employeur ne pourraient pas avoir le caractère de frais et ne pourraient donc pas bénéficier de l'exonération de cotisation. Il conviendrait de réintégrer ces sommes dans l'assiette sociale.
Dernier point concernant les frais professionnels non justifiés, il concerne les indemnités kilométriques. Donc là, on est dans la situation où le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels. L'indemnité forfaitaire kilométrique qui lui sera versée pourra être exonérée de cotisations et de contributions sociales, à condition de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule. Donc souvent, une copie de la carte grise vous sera demandée. L'utilisation du barème fiscal comme limite d'exonération est réservée aux véhicules dont le salarié est lui-même propriétaire, ou en tout cas copropriétaire, ou un véhicule qu'il loue. En revanche, si il s'agit d'un véhicule qui est prêté par un membre de la famille qui n'appartient pas au foyer fiscal du salarié, ce barème d'indemnité kilométrique, ce barème fiscal, ne pourra pas être retenu comme limite d'exonération. Donc voilà, on en termine avec les régularisations relatives aux frais professionnels. Je vais laisser maintenant la parole à Sarah pour la présentation des motifs relatifs aux avantages en nature. Merci Marina. Donc, comme vous avez pu le constater, le thème des frais professionnels est assez dense. Le thème que je vais vous présenter sur les avantages en nature va être également assez dense aussi. Mais comme je vous l'ai dit en début de présentation, vous recevrez un support qui sera beaucoup plus détaillé que celui qui défile actuellement. Donc le principe des avantages en nature, c'est que tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation. Il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule. En l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais qui est réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature. Il est d'ailleurs indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée. L'éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remettra pas en cause l'évaluation d'un avantage en nature, mais viendra bien évidemment minorer la valeur de cet avantage du montant de la participation. L'avantage en nature, il résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente. Qu'est-ce qu'on entend par mise à disposition permanente ? Eh bien, on considère qu'il y a mise à disposition permanente d'un véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser ce véhicule à titre privé, c'est-à-dire en dehors de son temps de travail, et il utilise le véhicule professionnel de la société. On considère également qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine, samedi et dimanche, ou pendant ses périodes de congé. En revanche, si le salarié restitue le véhicule pendant ses repos hebdomadaires et congés, cette restitution doit obligatoirement être mentionnée dans un document écrit. Ça peut être mentionné dans le contrat de travail, dans un avenant ou encore dans une note de service. De même, si le salarié ne restitue pas le véhicule professionnel pendant les repos hebdomadaires et congés, l'interdiction d'utiliser le véhicule doit être également notifiée par écrit. Donc lors d'un contrôle, cet écrit sera très important et devra être obligatoirement fourni à l'inspecteur. Et bien évidemment, dans ces deux dernières situations, il n'y aura pas d'évaluation d'avantages en nature. Alors, l'évaluation des avantages en nature, elle peut se faire de deux manières. Soit elle se fait au forfait, soit elle se fait à partir des dépenses réelles. Donc vous voyez un petit tableau qui récapitule l'ensemble des calculs que l'on peut effectuer pour évaluer un avantage en nature. Je vais vous en présenter quelques-uns et je vous laisserai vous reporter à ce tableau pour les cas que je n'aurai pas exposés. Donc dans le cadre du forfait, lorsque l'employeur, par exemple, ne prend pas en charge le carburant et que le véhicule acheté a moins de 5 ans, l'avantage en nature sera évalué à hauteur de 9% du coût d'achat TTC payé par l'entreprise. Si le véhicule acheté a plus de 5 ans,
on passera à un taux de 6% du coût d'achat TTC payé par l'entreprise. Et si le véhicule est loué, l'avantage en nature véhicule sera évalué à hauteur de 30% du coût global annuel de la location. Donc bien évidemment, le coût global annuel de la location, ça comprend les loyers, l'entretien et l'assurance. Concernant les dépenses réelles, si l'employeur toujours ne prend pas en charge le carburant et que le véhicule acheté a moins de 5 ans, on évaluera l'avantage à hauteur de 20% du coût d'achat TTC payé par l'entreprise, auquel on ajoutera l'assurance et les frais d'entretien, et ce montant sera multiplié par le nombre de kilomètres effectués à titre privé sur le nombre de kilomètres total parcourus. Si le véhicule acheté a plus de 5 ans, on passe d'un taux de 20% à un taux de 10%. Et enfin, si le véhicule est loué, on prendra le coût global de la location, plus les frais d'entretien, l'assurance, et on multipliera ce montant par le nombre de kilomètres parcourus à titre privé sur le nombre de kilomètres total. Donc lors d'un contrôle, bien évidemment, l'inspecteur vous demandera de mettre à disposition donc l'ensemble des calculs qui auront été effectués au titre des avantages en nature. Bien évidemment, il consultera également tout ce qui est facture d'entretien, loyer et assurance. Et ce qui revient régulièrement en fait sur l'évaluation des avantages en nature, c'est que l'employeur n'est pas toujours en capacité de prouver qu'il prend en charge le carburant. Effectivement, donc il est régulièrement constaté par les inspecteurs des factures en fait, d'essence qui sont effectuées par les salariés sur les périodes de congé ou sur les week-ends. Donc dans ces cas-là, l'inspecteur considérera à juste titre que le salarié bénéficie de son véhicule à titre privé et que donc un avantage en nature doit être évalué. Concernant maintenant plus particulièrement l'avantage en nature sur les véhicules électriques. Donc les modalités qui sont prévues donc, par l'arrêté du 10 décembre 2002, qui prévoit l'évaluation des avantages en nature, doivent s'appliquer, mais bien évidemment en les adaptant à la spécificité des véhicules électriques. À savoir que le carburant sera remplacé par l'électricité et que les véhicules électriques nécessitent une batterie, laquelle n'a pas la même durée de vie que le véhicule lui-même. En cas d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule électrique, la fourniture gratuite d'électricité par l'employeur devra être estimée à son coût réel. L'employeur doit donc être en mesure d'identifier et d'individualiser les bénéficiaires et les consommations électriques et ce document devra être transmis à l'inspecteur en charge du contrôle. Cette estimation réelle de l'électricité remplace les frais de carburant dans les modalités de calcul du forfait prévues par l'arrêté du 10 décembre 2002. Le coût de location de la batterie sera intégré soit dans le prix d'achat du véhicule, soit dans celui de location du véhicule. Et lorsque la batterie sera remplacée, le coût sera assimilé à des frais d'entretien du véhicule. En cas d'évaluation réelle de l'avantage en nature électrique, donc idem, la fourniture gratuite d'électricité par l'employeur devra être également estimée à son coût réel et l'employeur doit également être en mesure d'identifier et d'individualiser les bénéficiaires et les consommations électriques. Cette estimation réelle de l'électricité remplace les frais de carburant dans les modalités de calcul prévues toujours avec l'arrêté du 10 décembre 2002. Si le véhicule est acheté et que la batterie est louée, les frais de location correspondants pourront être assimilés à des frais d'entretien du véhicule et seront pris en compte pour l'évaluation de l'avantage en nature au prorata des kilomètres effectués à titre privé. Il en sera de même en cas d'achat de batterie lorsque celle-ci sera remplacée. Si le véhicule est loué, le coût de location de la batterie sera intégré dans le coût global de location. Dans le cas de la mise à disposition d'une borne de recharge et si on se situe sur les années 2019 à 2022. L'arrêté du 10 décembre 2002, toujours, nous précise que lorsque l'employeur met à la disposition d'un salarié une borne de recharge de véhicule fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, donc véhicule hybride et électrique, entre le 1er janvier 2019 et le 31/12/2022, l'avantage en nature découlant de l'utilisation de cette borne à des fins personnelles sera évalué à 0, c'est-à-dire qu'il sera nul.
Pour les années 2023 et 2024, ce dispositif a été reconduit et complété dans les conditions suivantes. Si la borne est installée sur le lieu de travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul également, y compris pour les frais d'électricité. Si la borne est installée en dehors du lieu de travail, 2 cas. Si l'employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne, soit cette mise à disposition cesse à la fin du contrat, et dans ce cas-là, la prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, soit cette mise à disposition continue à la fin du contrat de travail. Dans ce cas précis, la prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions dans la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, et ce, dans la limite d'un montant de 1 000 €. Ces limites seront portées à 75% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et à 1 500 € lorsque la borne a plus de 5 ans. Si l'employeur prend en charge d'autres frais liés à l'installation de la borne ou au coût du contrat de location d'une borne de recharge électrique, hors frais d'électricité, la prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions, toujours dans la limite de 50% du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. Alors, pour les véhicules électriques concernant les années 2020 à 2024, les règles évoquées donc, pour les véhicules thermiques et hybrides s'appliquent également aux véhicules électriques. Toutefois, des spécificités existent pour ces derniers. En effet, lorsque l'employeur met à disposition du salarié entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les frais d'électricité payés par l'employeur n'entreront pas en compte dans le calcul de l'avantage en nature et un abattement de 50% sera effectué sur l'avantage en nature dans sa globalité. Le montant de cet abattement est plafonné à 1 800 € par an. Lorsque l'avantage en nature est calculé cette fois sur la base d'un forfait, l'employeur qui loue, avec ou sans option d'achat, un véhicule électrique évaluera cet avantage sur la base de 30% du coût global annuel. Donc ce coût global, il comprendra la location, l'entretien, l'assurance du véhicule, puisque les frais d'électricité ne seront pas pris en compte dans l'évaluation de l'avantage en nature. Donc je vais redonner la parole à Marina qui va vous présenter maintenant la réduction générale des cotisations. Merci Sarah. Alors effectivement, une régularisation qu'on retrouve régulièrement dans le cadre du contrôle sont des anomalies de calcul de la réduction générale des cotisations. Donc comme vous le savez, c'est une exonération de charges patronales qui a donc depuis 2019 été étendue aussi aux contributions d'assurance chômage et de retraite complémentaire obligatoire. Donc le montant de cette réduction est obtenu en appliquant un coefficient sur la rémunération brute. Et ce coefficient, on l'obtient en appliquant la formule que vous voyez donc à l'écran. Cette formule, elle tient compte d'une valeur T qui correspond donc à la somme des taux de cotisation et contributions exonérés. La valeur, elle sera différente en fonction de l'effectif de l'entreprise. Effectivement, si on a une entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés et donc qui cotise au final à 0,10%, en 2023, la valeur T sera égale à 31,91%. Et pour une entreprise qui emploie plus de 50 salariés et qui cotise donc au final à 0,5%, la valeur T sera donc de 32,31% en 2023. Alors, l'anomalie que l'on rencontre très régulièrement, c'est justement dans le cadre de cette formule, dans le calcul du SMIC. Puisque le SMIC, lorsque le salarié n'est pas présent toute l'année, donc par exemple qui rentre ou qui sort en cours de mois, ou qu'il y a des absences qui sont partiellement rémunérées ou pas rémunérées du tout, il va falloir venir proratiser ce SMIC. Et ce SMIC, dans ces cas-là, il sera corrigé par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait dû être versée si le salarié avait été présent
tout le mois, et ceci hors éléments de rémunération non affectés par l'absence. Ainsi, donc on ne tiendra pas compte dans le rapport, donc ni au numérateur de la formule ni au dénominateur, des éléments de rémunération tels que des primes ou des heures supplémentaires ponctuelles qui sont, eux, des éléments de rémunération affectés par l'absence. La circulaire ministérielle donc précise que sont pris en compte dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments de rémunération entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. Donc ça, c'est l'anomalie qu'on rencontre le plus souvent. Les régularisations sur la réduction générale des cotisations, on les retrouve aussi souvent parce que c'est un impact, une conséquence d'autres régularisations effectuées dans le cadre du contrôle. Je m'explique, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que la réduction générale, on l'obtenait en appliquant un coefficient sur la rémunération annuelle brute. Ça veut dire que si, dans le cadre d'un contrôle, on opère des régularisations qui viennent augmenter la rémunération brute d'un salarié pour lequel l'employeur bénéficie de la réduction générale, eh bien, on va procéder au recalcul de la réduction générale. Et plus la rémunération brute augmentera, plus la réduction générale, l'exonération de charges, diminuera. Voilà ce qu'on voulait vous préciser sur la réduction générale. Et puis, je vais relaisser la parole à Sarah pour le point suivant. Alors, concernant maintenant la contribution forfait social, donc sont soumises à cette contribution donc les rémunérations qui répondent à un double critère. Donc, les sommes doivent être assujetties à la contribution sociale généralisée, la CSG, et ces sommes doivent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Alors, sur le thème du forfait social, les régularisations qui reviennent régulièrement, elles portent par exemple sur la participation patronale à la retraite ou à la prévoyance. Donc la participation patronale sur un système de retraite sera soumise à contribution forfait social, quel que soit l'effectif de la société. Concernant la prévoyance, donc seront soumises les sommes pour les sociétés qui emploient plus de 11 salariés. Concernant maintenant les sommes versées au titre d'un dispositif d'épargne salariale, comme l'intéressement, la participation ou encore l'abondement de l'employeur, des régularisations sont effectivement effectuées sur ces sommes car elles n'ont pas été soumises au forfait social. Et enfin, il y a également les indemnités de rupture conventionnelle. En effet, donc depuis le 1er janvier 2013, les indemnités de rupture conventionnelle entrent dans l'assiette du forfait social. Elles y sont d'ailleurs soumises du 1er euro jusqu'à 2 plafonds annuels de sécurité sociale. Et alors, si par exemple des sommes avaient été régularisées au titre de l'intéressement ou de la participation et que ces sommes ont été soumises à cotisation sociale, alors dans ce cas-là, le forfait social que vous avez versé pour le coup à tort vous sera restitué puisqu'effectivement les sommes ne répondront plus au double critère évoqué précédemment. Sachez également que depuis le 1er janvier 2019, la contribution forfait social est supprimée sur les sommes versées au titre de l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés et sur l'ensemble des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'employeur sur un plan d'épargne salariale dans les entreprises, cette fois-ci de moins de 50 salariés. Concernant les contributions CSG et CRDS, notamment sur le thème de la prévoyance. Donc, entrent dans l'assiette de ces contributions toutes les contributions des employeurs finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire, donc destinés à couvrir plusieurs risques, les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Petite précision également, l'abattement donc pour frais professionnels de 1,75% sur l'assiette de la CSG-CRDS est supprimé en application de la loi du 21 décembre 2011 à compter du 1er janvier 2012, donc sur les contributions patronales de prévoyance.
Concernant donc les contributions CSG, CRDS, maintenant sur les dispositifs d'épargne salariale. Donc sachez, conformément à l'article L136.2 du Code de la Sécurité sociale, puis L136.1.1 et de l'ordonnance du 24 janvier 1996, donc sont incluses dans l'assiette de ces contributions les sommes allouées au titre de l'intéressement et les sommes qui sont réparties au titre de la réserve spéciale de participation, ainsi que les sommes versées par l'entreprise, c'est-à-dire les abondements au plan d'épargne entreprise. Et pareil, la loi du 21 décembre 2011 est venue supprimer l'abattement pour frais professionnels sur l'épargne salariale à compter du 1er janvier 2012, y compris pour la fraction éventuellement soumise à cotisation. Et enfin, donc la CSG-CRDS sur les indemnités transactionnelles. Donc le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une indemnité transactionnelle est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration. C'est-à-dire que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Donc les fractions des indemnités correspondant à des éléments de salaire sont bien entendu soumis à charge sociale, où les sommes excédant les limites d'exonération des éléments non soumis à charge seront donc réintégrées dans l'assiette CSG-CRDS. De même, la loi du 21 décembre 2011 est venue supprimer l'abattement pour frais professionnels sur les indemnités de rupture versées à compter du 1er janvier 2012, y compris pour leurs fractions éventuellement soumises à cotisation. Donc Marina va maintenant vous présenter la réduction de la cotisation allocation familiale et maladie sur les bas salaires. Alors effectivement, on peut avoir un taux réduit en fait de cotisation d'allocation familiale. À certaines conditions, il faut que l'entreprise ait l'obligation de contribuer à l'assurance chômage et il faut que le salarié ait des rémunérations qui n'excèdent pas 3,5 fois le SMIC. Alors, le SMIC, on l'entend tel qu'il est déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. Alors, ce point, on va le relever aussi, comme je vous disais tout à l'heure, pour la réduction générale des cotisations. Ça peut être une conséquence des autres régularisations opérées dans le cadre du contrôle. Puisque si on réintègre des sommes dans la rémunération brute d'un salarié et que du coup, ça fait sa rémunération excéder ce seuil de 3,5 SMIC, eh bien, on appellera le complément de cotisation allocation familiale, donc 1,80% sur l'ensemble de la rémunération de ce salarié. Dans le même esprit, on a aussi une réduction donc, de la cotisation maladie sur les bas salaires. Donc, cette réduction de cotisation est applicable pour des salariés ayant une rémunération inférieure à 2,5 fois le SMIC. Pareil, le SMIC il va être déterminé comme pour le calcul de la réduction générale. Et pareil, si dans le cadre d'un contrôle, on réintègre des sommes et que par conséquent, la rémunération du salarié excède 2,5 SMIC, le taux de la cotisation maladie ne sera plus un taux réduit à 7%, mais on appellera le complément de 6%, et du coup, ça fera un taux global de 13%. Voilà pour les réductions des cotisations allocation familiale et maladie. On va maintenant parler de la thématique retraite et prévoyance, puisque c'est un point de régularisation qu'on a rencontré aussi en 2022. Donc vous le savez, l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les contributions de l'employeur, donc finançant ses prestations de protection sociale complémentaire, que sont la prévoyance complémentaire et la retraite supplémentaire, sont exonérées de cotisations sociales sous certaines conditions. Et les conditions, c'est que le dispositif doit être mis en place conformément à l'article L911.1. Il faut que le dispositif reflète un caractère collectif et obligatoire, qu'il ne se substitue pas à un élément de rémunération et qu'il ne dépasse pas, bien sûr, certaines limites.
Alors, les limites sont différentes pour la retraite, pour les dispositifs de retraite supplémentaire et pour les dispositifs de prévoyance complémentaire. Donc, un des points de régularisation que l'on rencontre fréquemment, c'est le défaut de formalisme de mise en place, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de convention collective, par exemple, qui encadre le dispositif, ou de décision unilatérale de l'employeur qui, pareil, encadre le dispositif. Donc là, une des conditions d'exonération n'est pas remplie et on est fondé à régulariser et à réintégrer les contributions patronales finançant le dispositif dans l'assiette sociale. Un autre point que l'on rencontre régulièrement, c'est le non-respect du caractère obligatoire ou du caractère collectif. Alors, non-respect du caractère obligatoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, vous mettez en place un dispositif de garantie frais de santé pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Certains salariés n'adhèrent pas au dispositif, c'est possible, mais il faut que l'employeur soit en capacité de justifier la demande de dispense du salarié et que le document permette de dire quel cas de dispense est concerné. À défaut de justificatif, on remettra en cause le caractère obligatoire. Remise en cause du caractère collectif, c'est par exemple si vous utilisez pour une catégorie de bénéficiaires qui n'est pas prévue par les textes, ou que les garanties sont différentes pour les salariés d'une même catégorie, ou que le financement de la garantie est différent aussi. En cas de remise en cause du caractère obligatoire ou du caractère collectif, on peut, dans certains cas, non pas réintégrer dans l'assiette sociale l'ensemble des contributions patronales finançant le dispositif, mais procéder à une régularisation forfaitaire. Dans tous les cas, on fera un comparatif de chiffrage entre la réintégration des contributions totales et l'indemnisation et la régularisation forfaitaire. On prendra le plus favorable pour l'employeur. Voilà, on a fait le tour des principaux motifs de redressement constatés dans le cadre des contrôles réalisés en 2022. Avant de répondre à vos questions, on trouvait important de vous présenter un petit complément qui est relatif à la loi ESSOC et au droit à l'erreur. Donc je vais laisser Sarah vous en faire la présentation. Donc effectivement, il nous a semblé intéressant de vous apporter diverses informations concernant notamment la loi ESSOC. Donc la loi ESSOC, pour rappel, c'est la loi pour un État au service d'une société de confiance qui date du 10 août 2018. Les objectifs de ces lois sont donc d'instaurer une relation de confiance, de conseiller, d'accompagner et de simplifier l'ensemble des dispositifs qui s'adressent à tous les usagers, particuliers et entreprises, dans leurs relations quotidiennes avec les administrations. La loi ESSOC a notamment introduit le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'une personne, une entreprise ou une société qui commet une erreur pour la première fois, ne sera pas pour autant sanctionnée si elle a régularisé d'elle-même et de sa propre initiative l'erreur constatée, ou après avoir été invité par l'URSSAF à le faire dans le délai indiqué. Donc dans ces cas-là, les sommes à l'origine de l'erreur seront bien dues à l'URSSAF, mais en tout cas, il n'y aura pas de majoration de retard qui seront appliquées. Concernant la prévention des erreurs, il y a un site, donc oops.gouv.fr, qui aide les usagers à éviter les erreurs avec différentes administrations. Donc ce site pédagogique, il a vocation en fait à recenser et faire connaître les principales erreurs actuellement commises par les particuliers et les professionnels dans leur démarche administrative. Il y a également donc la généralisation de la médiation dans les URSSAF et les CGSS. Donc les CGSS, petite précision, c'est le même organisme que les URSSAF, mais dans les DOM-TOM. Donc, à la suite de plusieurs expérimentations réussies, la médiation a été généralisée dans toutes les URSSAF et CGSS
afin de régler rapidement les difficultés qui ont été rencontrées par les entreprises ou les particuliers et de pouvoir les régler à l'amiable afin d'éviter un contentieux. Un autre titre qui paraît utile de rappeler, le BOSS, mais je pense que vous avez tous connaissance de ce site puisque de toute façon maintenant c'est notre Bible en termes de législation sociale. En tout cas, je vous invite à vous y référer dès que vous avez une question de législation complexe, technique, sur différents sujets. Maintenant, le droit à l'erreur dans le domaine du contrôle. Donc la publication de la loi ESSOC, en fait, elle a introduit la prise en compte du droit à l'erreur à l'occasion des contrôles ainsi que de la mise en œuvre de différents dispositifs destinés à renforcer donc, la relation de confiance entre l'URSSAF et les entreprises. Donc, par exemple, il existe le contrôle à la demande. Donc, c'est un contrôle que l'ensemble des employeurs peut demander à l'URSSAF, et c'est-à-dire que demain, il peut bénéficier d'un contrôle URSSAF. Ce contrôle, il peut être total, c'est-à-dire un contrôle classique, il peut le porter sur l'ensemble des thèmes de législation et des dispositifs mis en place au sein de la société, ou alors il peut être partiel, c'est-à-dire qu'il peut porter sur un thème de législation spécifique, par exemple si vous voulez mettre en place un accord d'intéressement et que vous voulez absolument qu'il soit vérifié, ou il peut même avoir lieu sur plusieurs thèmes de législation différents. Le contrôle à la demande est un contrôle donc, qui est réalisé par un inspecteur et il donnera lieu à des régularisations si l'inspecteur a constaté des irrégularités. Donc régularisation, je précise, qui peuvent être en faveur de l'URSSAF ou en faveur de l'employeur. Nous avons également l'extension aux entreprises de moins de 20 salariés de la limitation de la durée du contrôle. Auparavant, cette limitation elle était applicable uniquement aux entreprises de moins de 10 salariés. Alors pour mémoire, le contrôle doit être réalisé dans un délai de 3 mois, délai qui est prorogeable une fois, soit à la demande de l'employeur, soit à la demande de l'inspecteur. Les majorations de retard. Donc, depuis un décret qui est paru le 11 octobre 2019, les cas dans lesquels les majorations de retard s'appliquent sont limités et leur niveau a été réduit. Aucune majoration de retard initial de 5% n'est appliquée si le montant global redressé est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, donc soit 43 992 € en 2023. C'est-à-dire que lorsque l'employeur reçoit sa lettre d'observation qui a été rédigée par un inspecteur, si l'ensemble des irrégularités constatées est inférieur à 43 992 €, aucune majoration de retard initial de 5% ne sera calculée. Les majorations de retard complémentaires, elles sont réduites et elles passent de 0,2% à 0,1%. Si le paiement intervient dans les 30 jours suivant l'émission de la mise en demeure. C'est-à-dire que si vous réglez le montant réclamé sur la mise en demeure dans les 30 jours, les majorations de retard complémentaires seront calculées sur un taux de 0,1% et non 0,2%. Donc ces nouvelles règles concernant les majorations de retard ne sont pas applicables bien évidemment en situation d'abus de droit, d'absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous avez déjà eu un contrôle, la même situation avait été constatée. Quand l'inspecteur revient quelques années après, il constate exactement les mêmes irrégularités. Donc, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier de l'assouplissement qui concerne les majorations de retard. Et bien évidemment, en cas d'obstacle à contrôle ou de travail dissimulé, il n'y aura pas d'assouplissement non plus sur les majorations de retard. La visite conseil. Donc parmi les différents services mis en place au sein des URSSAF, la visite conseil permet aux entreprises de moins de 11 salariés ayant réalisé leurs premières embauches dans les 18 derniers mois de bénéficier des conseils d'un spécialiste de législation de sécurité sociale relative à l'emploi de ces salariés. Donc à ce titre, la visite conseil ne constitue pas un contrôle et ne donnera en aucun cas lieu à régularisation. Sa vocation est bien de permettre à l'entreprise de s'approprier la réglementation en vigueur. Le dispositif donc permettra aux nouveaux employeurs de rencontrer un spécialiste de l'URSSAF pour répondre aux différentes questions juridiques ou administratives liées bien évidemment à la législation de sécurité sociale. Donc, par exemple, l'employeur pourra poser des questions sur les taux de cotisation applicables ou encore sur les modalités
de calcul des cotisations et contributions. Il pourra également se faire expliquer le calcul et les exonérations de cotisations. Et enfin, on pourra avoir également des renseignements sur les pratiques applicables en termes d'avantages en nature, de frais professionnels ou encore d'épargne salariale. Nous arrivons au terme de cette présentation, donc nous allons à présent répondre à vos différentes questions. Pour rappel, les questions auxquelles nous n'aurions pas le temps de répondre avec Marina en live feront l'objet donc de réponses dans la foire aux questions qui vous sera transmise prochainement. Merci Sarah, merci Marina. Donc effectivement, plusieurs questions. Donc les modérateurs ont déjà pris en charge la réponse à certaines questions. Et donc je vais vous en poser quelques-unes. Alors, première question, le vélo électrique est-il considéré comme un véhicule électrique ? Donc le vélo, d'ailleurs, avec ou sans assistance électrique, en fait, c'est un mode de transport alternatif dont l'utilisation donc, a été encouragée par la transition énergétique pour la croissance verte. Donc l'employeur a bien évidemment la possibilité donc, de mettre à disposition permanente de ses salariés une flotte de vélos pour une utilisation privée dans le cadre des trajets domicile-lieu-travail. Cette utilisation privée donc, constitue normalement un avantage en nature. Cependant, par mesure de tolérance et de simplification, donc la valeur des frais générés par cette mise à disposition, c'est-à-dire l'achat, les frais d'installation et d'entretien, ne sera pas retenue comme un avantage en nature. On est sur une tolérance actuellement. L'entreprise qui a mis en place un accord d'entreprise prévoyant que l'indemnité de trajet n'est pas due, s'expose-t-elle à une régularisation au titre de l'assiette minimum ? Alors, effectivement, vous pouvez conclure dans un accord d'entreprise des dispositions portant sur l'indemnité de trajet dans le BTP. Les dispositions donc, de cet accord d'entreprise vont primer sur la convention collective et dans cette hypothèse, aucune régularisation au titre de l'assiette minimum des cotisations ne sera réalisée. Autre question, cette fois relative aux avantages en nature, dans le cadre d'un avantage en nature logement, avec une évaluation forfaitaire, compte tenu de l'évolution des coûts de l'électricité, une entreprise cliente a décidé de demander une participation des salariés à ses frais. Comment doit-on calculer l'avantage en nature ? Alors, donc là, on est dans le cadre d'un avantage en nature logement avec une évaluation forfaitaire, d'accord. Et donc, du coup, une participation demandée par l'entreprise cliente pour participer aux frais en fait, d'électricité. C'est-à-dire que le salarié va participer c'est ça. aux frais d'électricité. D'accord. Vous avez un avantage en nature, logement, plus une participation du salarié. Voilà. Donc, la question, c'est au global, comment l'avantage en nature doit être calculé ? Et pas simplement, en fait, l'avantage en nature sera diminué de la participation versée par le salarié. Dans tous les cas, l'avantage en nature sera évalué, l'avantage en nature logement. Par contre, comme le salarié participe, le montant de l'avantage en nature sera diminué du montant de la participation du salarié. Dans le bâtiment, en 2035, il y a une disparition totale de la DFS, même pour les salariés ayant réellement des frais. Alors là, on est plus sur une question d'actualité. Voilà, c'est ça. Effectivement, en fait, la déduction forfaitaire spécifique, donc l'abattement qui est actuellement effectué dans certaines professions comme le BTP, est amené à disparaître. Alors, on a des calendriers différents en fonction des secteurs d'activité. Donc oui, ça concerne, la disparition en fait concernera tous les salariés, y compris ceux qui ont des frais. Et une dernière question pour la route, allez. Un de nos clients voudrait donner donc, des costumes à ses salariés commerciaux. Doit-on lui faire décompter un avantage en nature au titre de cette attribution ? Alors la fourniture de vêtements, donc de coupe et de couleurs qui seront définies, donc notamment on va parler des uniformes, donc qui est fixé par les entreprises et qui est spécifique à une profession. Donc elles vont répondre à un objectif de salubrité, mais également de sécurité, où elles vont concourir en fait à une démarche commerciale de l'entreprise. Et elles peuvent, dans ces cas-là, ne pas constituer un avantage
en nature. Ces vêtements donc, doivent bien évidemment demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié. Le port de ces vêtements doit être obligatoire en vertu donc, d'une disposition de la convention collective applicable dans l'entreprise ou d'une réglementation interne à l'entreprise. Donc en fait, ils doivent avoir un objectif commercial pour la société ou un objectif de sécurité pour le salarié. Parfait. Bah, écoutez, merci Sarah, merci Marina pour tous ces points juridiques très éclairants. Je vous propose du coup de mettre un terme au webinaire et vous retrouverez donc l'ensemble des questions posées dans le cadre de la foire aux questions qui sera transmise après ce webinaire. Donc effectivement, Marina et moi vous remercions donc d'avoir participé à ce webinaire. Nous remercions bien évidemment également nos experts qui nous ont fait remonter vos questions posées dans le chat. Donc pour rappel, un email vous sera envoyé très prochainement avec le lien du replay, un support de présentation beaucoup plus détaillé donc, que le support qui vous était affiché aujourd'hui, la foire aux questions bien évidemment et une enquête de satisfaction. Donc en attendant, n'hésitez pas à nous donner dès à présent votre avis dans la zone de chat ou encore à poser vos dernières questions puisqu'en effet, il me semble que le chat va rester ouvert encore quelques minutes. Donc avec Marina, nous avons eu plaisir à animer cette présentation et nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée et vous disons à bientôt. Très bonne fin de journée à tous.